chers amis de Radio Fringale, bienvenue dans votre Fringale Hebdo, votre recap de la semaine des courses cyclistes masculines. Évidemment, on reviendra sur les courses féminines du mois de février dans une émission La Petite Reine dédiée avec Loïc et toute l'équipe. On va parler de cyclisme masculin, de l'actualité, donc voilà, des résultats du vélo. On va vraiment parler de courses aujourd'hui, de ces courses, de la course de ces derniers jours, de cette semaine. Et on m'accompagne pour en parler. C'est Matt qui est présent avec nous. Matt, comment ça va? Comment se porte la rédaction? Salut Nico, salut à toutes et tous. La rédac se porte très bien. On a une très bonne semaine de sport. Là, même aujourd'hui, on a mangé du sport dès 9h du matin, que ce soit avec le vélo ou les JO d'hiver. Donc on se régale, on est en pleine forme. On est en pleine forme. Enfin, pleine forme. Et un autre qui est en pleine forme, qui est avec nous parce que je sais, il est très pris, il fait beaucoup de choses, il n'a pas le temps de tout regarder, mais quand on parle de vélo, il est tout le temps là, c'est Titien. Titien, comment est-ce que ça va? Et puis, Titien, est-ce que tu peux nous parler également de l'assaut? Parce que il y a également Radio Fringale, c'est pas que des podcasts ou c'est pas que des posts sur les réseaux sociaux, c'est aussi une association. Tout à fait, bonjour à tous, salut les gars. Effectivement, en pleine forme, et effectivement, les adhésions, voilà, battent leur plein. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont fait leurs adhésions à Radio Fringale en 2026 depuis qu'on les a lancées il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Pour rappel, nous sommes donc une association. Pour nous soutenir et donc pour adhérer à l'association, ça se passe en description. Vous avez le lien Hello Asso sur lequel vous cliquez et là, ça vous dirige vers 2 packs. Un pack à 5 € où vous adhérez à l'association. Vous pouvez participer notamment à l'Assemblée Générale. Et un pack à 30 €. Écoutez, dans ce pack à 30 €, vous avez l'adhésion plus une paire de chaussettes de la marque Pente 12. Donc, logoté Radio Fringale, évidemment, des chaussettes pure made in France, donc conçues et fabriquées en France, et donc des chaussettes qu'a porté Remco Evenepoel depuis le début de saison, ce qui explique certaines performances. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci Titien, et justement, puisqu'on parle de Remco, on y reviendra dans le débat que je vous propose. 3 parties à cette émission, on va rentrer dans le vif du sujet, donc on va parler des courses de la semaine et des différents résultats en première partie. Si vous les avez vus, pas vus, on va essayer de faire un recap assez général des courses qu'on a vues, en pointant certaines performances particulières ou certains faits, le particulier. Mathieu se réjouit de nous parler de certains sprinteurs russes. Également un débat qui va concerner cette semaine Remco Evenepoel. On essaie de tourner un peu les différents sujets chaque semaine. On reviendra. D'ailleurs, la semaine prochaine, on essaiera de faire une émission en direct sur YouTube le dimanche soir avec Poppy et avec toute l'équipe pour débriefer justement les courses cette semaine. Et justement, cette 3e partie, on parlera du calendrier de cette 2e semaine de février, puisqu'on va débriefer la première aujourd'hui et on aura la 2e. Ce qui me permet de me lancer sur la première, donc sur le recap des courses qu'il y a eu cette semaine. Donc cette semaine, nous avons eu l'Étoile de Bessèges au niveau du calendrier Europe et français. L'Étoile de Bessèges remportée par Evan Costegnou haut contre la montre devant Paul Lapera et Maxime Descombles. On a eu également la Mouscade Classique qui a après été suivie par le début. On a eu les 2 premières étapes hier et aujourd'hui du Tour d'Oman. On va certainement en reparler parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et également le Tour de Valence. On y reviendra un peu plus dans le débat puisqu'il a été remporté par l'ami Remco Evenepoel qui n'a pas fait dans la dentelle. Donc voilà les courses qu'on va débriefer. Première question, je vais vous lancer. Matt, au niveau de la performance de la semaine, parmi toutes les courses que tu as vues, quelle est la performance que tu retiens cette semaine, celle que tu voudrais, qui t'a le plus marqué? Je vais pas être très original, mais moi ça va être Remco. Je savais qu'il était en forme, mais on pouvait avoir quand même quelques doutes, surtout que là c'était son premier gros rendez-vous face au type qui a quand même donné du fil à retordre à Vingegaard sur la dernière Vuelta. Bon, ça s'est vu qu'il était 2 jambes au-dessus des autres. Il est très très en forme. Il collectionne les victoires. Donc, ouais, c'est lui la perf de la semaine pour moi. Tiens, même question, est-ce que tu as une autre personne, quelqu'un que tu veux pointer? Quelle est pour toi la perf de la semaine, la perf qui t'a marqué dans les courses que tu as pu voir, que ce soit en direct ou en différé? Quelle est la perf que tu retiens de cette semaine, que tu veux pointer? Après, je vais pas faire original non plus, mais forcément, c'est la perte de Remco Evenepoel. Voilà, effectivement, face à l'adversité, on s'était posé quelques questions après Majorque, il est en forme, mais quid de comment ça va se passer face à des gros coureurs, et notamment au duo Almeida-McNulty, des coureurs comme ça, et on a eu des réponses, donc oui, enfin, je pense que pour tout le monde, c'est quand même l'enseignement et la perf de la semaine.
Et ben pour moi, ce sera évidemment la victoire de Mauro Schmidt au sommet de la Muscat Classique. Non, pas alors évidemment, c'est pour un peu changer, pas comme ça, on en parle vite fait. Qu'est-ce qu'on en pense de ce début vu que voilà, on est un peu dans ces coins-là, on va parler du Tour de Man et de la Muscat Classique rapidement, puisque on parlera plus de Remco dans le débat du jour, puisque je vous poserai des questions et on va revenir justement sur son début de saison Tony Truant. Parlons un petit peu des courses en Oman avec la Muscat Classique. Qu'est-ce qu'on retient de Matt, voilà, parce qu'on change un petit peu, de cette Muscat Classique remportée par Mauro Schmidt, bien aidé par son coéquipier Luc Plapp au sommet en battant Adam Yates au sprint, et de ces 2 premiers jours du Tour de Man avec notamment des mésaventures pour l'ami Sepkus. Oui, oui, c'est clair. Alors lui, il était pas trop en forme, et ça se confirme. Par contre, Mauro Schmidt et ses copains de la Jayco Alula, bah, ils étaient déjà bien en forme sur le Down Under. Hein. Il y avait beaucoup de garçons qu'on avait déjà vus en Australie, surtout bah, le duo qui s'est illustré, à savoir Mauro Schmidt et Luc Plapp. Luc Plapp d'ailleurs qui s'est bien rattrapé au niveau de l'attitude sur cette course. Si on compare à ce qu'il nous avait proposé sur la course en ligne des championnats d'Australie, d'abord c'était plus un triel qu'un duel entre la Jayco, la UAE et la XDS Astana. Finalement, ça c'est dans la dernière difficulté en fait, on a Adam Yates qui a tout fait exploser et qui semblait vraiment très fort. Et puis il y a les Jayco qui ont très bien collaboré pour rouler derrière et faire un écart suffisant. Ça s'est pas regardé derrière, on le sait, des fois ça peut revenir. C'est un 2v1 qui a été parfaitement géré par la Jayco, et c'est voilà, Mauro Schmidt qui remporte enfin une victoire en ce début de saison. Il tournait vraiment autour au Down Under, il finit deuxième du général, alors loin de Jay Vine, et parce qu'il y a eu l'abandon de Narvaez, mais on sentait qu'il était très fort aussi sur la Cad Eleven, il était très fort. Là, clairement, il a mis. Bon, on sait, Adam Yates, c'est pas le plus rapide. Il s'est à peine fait emmener par Luc Plack, mais c'est génial pour Mauro Schmidt. Donc, et puis qui peut avoir des prétentions là sur le Tour d'Oman aussi qui a débuté ce samedi. Oui, pareil, Titien, ces courses en Oman, on en avait déjà dit beaucoup de bien l'année passée, notamment avec la victoire, on se souvient, de Valentin Paré-Peintre, qui avait d'ailleurs annoncé une belle saison, puisqu'il a remporté en plein mois de juillet une belle victoire d'étape au Mont Ventoux. Donc, comme quoi, performer en Oman, ça permet aussi d'annoncer des choses pour la saison. Qu'est-ce qu'on en pense de ces courses de début février, là, au fin fond de la péninsule arabique, en Oman, qui permettent des fois d'avoir des courses sympas, ou en tout cas de voir certains coureurs assez à l'aise, justement, et ça remplit un peu aussi le calendrier entre les courses d'océaniennes, c'est-à-dire voilà, d'Australie et compagnie, des courses australiennes, et en attendant les classiques. Il y a beaucoup aussi, pas mal de spécialistes de classiques qui viennent sur ces courses, que ce soit des classiques flandriennes ou ardennaises. On en pense quoi de ces courses en Oman, Titien? Bon, on en pense quoi? Que c'est plutôt sympa. Maintenant, j'en tire aucun enseignement pour la saison. Souvent, moi, je tire des enseignements Ok, de ces ouais. courses quand il y a Ouais. des mecs qui sont vraiment à la rue. C'est jamais très bon. Je pense à un Vlasov l'année dernière, c'était déjà annoncé qu'il était à la rue dès le début de saison et c'était un peu annonciateur de sa saison. Maintenant, les vrais niveaux, on les verra quand il y aura les premières grosses courses qui vont arriver très vite maintenant. Mais j'ai envie de dire que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et en tout cas, ça Mhm. donne souvent beaucoup de confiance à des coureurs. Mais quand je repense au début d'année dernière où t'as Yann Christen ou Morgado qui volaient, qu'on a beaucoup moins vu le reste de la saison, voilà, il y a toujours des Mhm. coureurs qui ont des états de forme plus avancés. Mais il vaut toujours mieux gagner que ne pas gagner. Donc voilà, Mauro Schmidt, c'est une très belle victoire. Il confirme ce qu'on a dans la lignée de ce qu'on a vu l'année dernière. Son Tour de France était assez exceptionnel. Donc je suis très content pour lui. Voilà, c'est un coureur sympathique qui progresse lentement mais sûrement, qui est quand même un très bon puncher. Donc voilà, mais ça veut pas pour autant dire pour moi que Mauro Schmidt va finir dans le top 3 de toutes les Ardennaises. Mais en tout cas, il a bien On est lancé d'accord. sa saison. Pour moi, ces courses, je les prends juste pour un truc simple. Enfin, tu découvres les coureurs, voilà, il y en a, tu vois, qui est en forme, qui est pas en forme. Bon, mais voilà, je vais pas derrière y accorder. Mauro Schmidt est très en forme, il est dans la suite de sa saison et c'est un super résultat, il est en confiance. Maintenant, on verra au mois de mars et au mois d'avril si c'est devenu Ouais. un coureur qui pèse avec les tout meilleurs sur les très grandes courses.
Exactement. Il y a un truc que moi je retiens, mais très rapidement, vous n'avez pas besoin de réagir dessus, c'est aussi que on sait aujourd'hui la domination sur les grosses classiques ou les grosses courses World Tour de certains coureurs, de 3, 4, 5 coureurs qui ramassent tout. Et c'est vrai que d'avoir des autres courses de niveau professionnel, que ce soit au niveau du Pro Tour ou au niveau du calendrier français-européen, d'avoir des coureurs justement d'équipe World Tour, mais qui se font malheureusement, qui sont trop justes pour pouvoir jouer les premières places, le fait qu'ils puissent justement gagner des victoires d'étape, gagner des courses par étape, gagner des classiques sur des courses moins en vue, peut-être un peu plus perdues dans le calendrier, notamment des classiques italiennes de fin de saison ou des classiques espagnols de début de saison ou des tours comme ça un peu dans le monde comme le Tour de Man. C'est toujours cool parce que c'est des coureurs qui sont souvent frustrés parce qu'il y a des ogres qui mangent tout et cela permet d'avoir un bout de palmarès quand même et d'apporter des succès à des équipes qui sont des fois moins dotées que les monstres comme Lidl, UAE, Ineos et compagnie. Donc même s'ils en mangent aussi, ça laisse le fait d'avoir pas mal de courses comme ça laisse des autres équipes et coureurs en profiter. Mathieu, quelle est ton image, ton image catastrophe ou ton fail de la semaine? Et je crois que tu voulais nous parler d'un truc assez spécial. Oui, allez, je vais le rentrer dedans, mais c'est pas mon fail de la Non, semaine. c'est pas un fail, mais c'était drôle. Mais c'est voilà, si vous avez bien suivi le tour de la communauté de Valence, vous remarquerez qu'il y a un bonhomme qui a fait sur 5 étapes 5 top 10 et qui finit deuxième au classement par points, qui est bien sûr sprinter de formation, c'est Alexander Vlasov. Alors, bon, contrairement à l'année dernière, au moins, il est en forme. Ce qui est surtout important à retenir pour Vlasov, c'est qu'il a été présent auprès de Remco et de Giulio Pellizzari, qu'il a vraiment été intéressant et que sur le chrono où les temps sont gelés, il sort une grosse perf, il le fait à fond et il finit à 8 secondes de Remco. Il finit d'ailleurs 7e du classement général. Donc non, moi je voulais surtout souligner que Alexander Vlasov qui finit 5e du sprint massif lors de la 3e étape, battant des mecs comme Ben Turner, Magnus Cort Nielsen, Matthias Vacek ou des gars comme ça. Enfin voilà, c'est quand même pas mal. Il fallait que je le souligne sur ça parce que Vlasov qui fait 5 top 10 sur 5 étapes, 3 pour sprinter. Ça, il fallait parler dessus quand même. Tiens, un petit mot sur le retour en forme. Apparemment, en ce début de saison, comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire grand-chose, mais du Russe qui a été bon aux côtés de... c'est peut-être pas la plus grosse adversité, mais il y avait quand même du monde, et qui a plutôt été bon en appui de Remco et dans des sprints massifs sur ce tour de la communauté de Valence. Petit retour de Vlasov cette année comme lieutenant, on peut espérer. Pas comme leader, évidemment, Titien, mais comme lieutenant peut-être. Non, bon, il a été bon au début. En fait, il était bon sur son punch. C'était un bon puncher, mais dès qu'il y a une étape compliquée, il a même pas pu bosser et il s'est fait lâcher, en fait. Donc, non, un Alexander Vlasov au top, c'est un Alexander Vlasov qui joue dans la cour de Pellizzari ou de McNulty sur l'étape d'hier, et c'était pas le cas. Donc, il a même pas roulé, même pas pu rouler. Donc, non, il a été bon. Chrono, il est quand même bon depuis quelques saisons, même quand il est pas en forme. Donc, le jour où il décrochera un gros résultat à son niveau, je dirais qu'il est de retour, mais bon, il a été punchy, on va dire, sur ce début de course, mais finalement, il a craqué dans l'étape qui comptait. Donc, après, moi, Vlasov, c'est pas un coureur auquel je m'intéresse beaucoup, très très honnêtement. Donc, voyons. Voyons, effectivement. Donc, on reparlera bien sûr de la Red Bull Bora dans quelques instants. Avant ça, Titien, quel est pour toi l'échec en anglais, le fail, l'échec de la semaine? Quelle est ta déception de la semaine ou le coureur qui n'a pas répondu aux attentes que tu pouvais avoir? Ah bah quelle déception, celui qu'on attendait pour tout casser sur le tour de la communauté de Valence, Abel Balderston, le grand leader de la Cara Royale, 29e du classement général, défaillant sur l'étape clé, la 37e. J'ai pas compris, honnêtement, je l'ai cherché dans le peloton, il était censé faire très très mal à Remco. Non, je rigole. Non, l'échec, c'est un peu l'équipe un peu adverse de la Cara Royale dans l'actualité du moment. Mine de rien, le fail, c'est l'équipe des Rockets, qui passe à côté de la victoire en étant plus proche que jamais sur l'étoile de Bessèges. C'est quoi? C'est trois deuxième places pour Lucas Koubis. Donc c'est assez énorme. Il perd le podium sur le dernier jour.
Niklas Larsen, qu'on annonçait monstrueux pour remporter le chrono, bah, il échoue également. Donc finalement, voilà, ils sont très présents, mais à la fin, ça Quatrième du donne, chrono, Larsen. voilà, quatrième du chrono. Donc pour un mec qui a fini troisième devant des monstres hein, sur le chrono des Europes. Donc voilà, c'est un fail plutôt amusant parce qu'ils sont quand même très présents. On va pas, enfin voilà, ils sont pas en défaillance totale. On les a vus toute la semaine, mais être aussi proche, et je pense surtout au pauvre Lucas Koubis qui s'était fait un petit peu mettre à mal en faisant deuxième derrière Paul Magnier pendant 4 jours de suite l'année dernière sur le tour de, alors je sais plus si c'est le tour de Croatie ou le tour de, bon, je sais plus, mais bref, il s'était pris que des deuxièmes places et ben il réenchaîne depuis le début de saison et notamment sur cette étoile de Bessèges, donc oui, fail entre guillemets des Rockets parce que y a pas de victoire malgré une omniprésence sur l'étoile de Bessèges, donc voilà, petit échec, mais sinon, j'ai pas vu de fail marquant cette semaine à part ça. Oui, un petit mot justement, Mathieu. En fait, Unibet confirme totalement les doutes que tu avais pu placer dans l'émission qu'on avait fait la semaine passée sur, sur le débat, le débat qu'on avait eu Unibet contre Carrère Royal. En fait, ils n'arrivent même pas à gagner au niveau Europe Tour. Donc tout va bien. En fait, ils sont à leur place, selon toi. Ouais, alors après, bon là, je tiens à relativiser. Ça reste une équipe qui se bat avec des équipes World Tour au classement général, donc on Oui, peut bien relativiser ça. sûr. Mais ouais, après Lucas Koubis, moi j'en attends rien parce que je sais qu'il a une étiquette de loser et a priori ça le fait rire, hein. J'ai l'impression que lui, il veut pas gagner dans sa vie. Il y a qu'à voir parce que là, cet enchaînement deuxième place, il nous l'avait déjà offert l'année dernière. Alors je pense qu'il y en a pas beaucoup qui avaient suivi cette course-là, mais le Tour de Slovaquie chez lui, c'est pareil. Il finissait que deuxième. Je crois qu'il se faisait taper dessus par Paul Magnier. Si j'ai pas de bêtises, vraiment, ce mec, je crois qu'il y a eu la stat cet après-midi, mais c'est 23 fois deuxième dans sa carrière. C'est un truc de dingue quand même pour seulement, enfin seulement entre guillemets, 4 victoires. Moi, en fait, ce qui est inquiétant pour la Unibet, par contre, si on veut être alarmiste, c'est qu'ils viennent quand même avec enfin, parmi tous les leaders qu'ils ont, il y en a trois quand même qui se dégageaient dans cet effectif et ils les ont alignés. Il y avait Lucas Koubis, effectivement. Il y avait Niklas Larsen qui, comme l'a dit Titien, bah, sur le chrono des Europes, il avait quand même sorti une énorme perf en venant chercher une médaille de bronze. Et là, bon, alors oui, c'est un chrono qui est particulier en haut de l'Ermitage, mais même au niveau du premier intermédiaire, il était complètement absent. Et puis, si on a vraiment un qui passe à côté de sa semaine, et ça ne fait que confirmer mes propos, c'est Dylan Groenewegen. C'est impensable qu'il arrive à repartir de cette semaine sans une seule victoire. Ça, c'est dingue. Le sprint, le sprint où il n'arrive pas à passer Mathieu Kokelman, alors ok, c'est un sprint en boss, mais sérieux quoi. Voilà, il y a plein d'autres gars qui ont réussi à repartir avec des victoires et Dylan Groenewegen, c'est une deuxième place anecdotique à Domsarg et rien d'autre. Donc ouais, moi la Unibet, elle venait avec peut-être l'équipe la plus complète de cette semaine et elle passe à côté. Il n'y a pas de victoire. Alors oui, il y a des deuxième place, c'est génial. Et puis en plus, ils se font souffler le podium du général. Parce que Koubis passe complètement à côté de son chrono, on pouvait s'y attendre. Et voilà, au final, il y a un maillot vert. Il y a un maillot vert parce que oui, Koubis, il a fini deuxième toute la semaine. Mais bon, là, c'est pas très rassurant, on va dire, parce qu'ils sont venus avec trois leaders et que normalement, il y aurait dû avoir une victoire d'étape, à minima. Maintenant, ne pas gagner le général, je pense que c'est pas très très grave parce que Mhm. sur les trois coureurs qui finissent devant Koubis, par exemple, il y en a deux qui sont largement au-dessus. Un Ewan Kostiou, il nous l'a déjà prouvé les dernières, il monte en puissance, il avait gagné le Tour du Limousin, il sait gagner des classements généraux. Et puis bah, Paul Lapera, c'est un mec, bah, il a gagné en World Tour, il a été champion de France, il a été leader même sur le Tour de Pologne pendant quelques jours. Donc non, ça c'est pas très inquiétant, c'est pas le point à souligner en tout cas. Bah justement, tu me fais la transition. On parlait de dernière rubrique avant qu'on s'attelle au débat. Dernière rubrique de cette première partie, le français de la semaine. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. On l'a dit, victoire française au général et au contre-la-montre aujourd'hui de Evan Kostiou au niveau de l'étoile de Bessèges, donc le Tour du Gard. Titien, est-ce que on prend Evan Kostiou en français de la semaine ou est-ce que tu as un autre français dont tu voulais parler? Euh, Oula.
Français de la Et je te semaine. prends un peu à froid là comme ça, mais c'est juste pour dire parce que c'est une rubrique qu'on va essayer de Bon, parler, moi, parce que souvent, non, la victoire de Baptiste Westrofer aujourd'hui m'a plus touché que la victoire de Ouais, Wayne Kostyo. On a quand même un baroudeur, c'est le genre de gars normalement qui alors gagne parle-en, jamais. vas-y. Sur la deuxième étape du Tour de Man, Baptiste Westrofer qui résiste au peloton, comme l'avait fait, je crois que c'était un Belge qui l'avait fait les dernières de la Soudal, mais je me Louis souviens. Vervac. Oui, Louis Vervac, voilà, il fait exactement la même chose sur la même arrivée en faux plat montant, et rescapé d'une échappée matinale, et finalement, bon, le peloton, je pense qu'il y a eu il y avait quand même du vent, je pense qu'il y a eu manque de mouvement dans le peloton, mais magnifique victoire quand même de Westrofer qui il fait qu'au double, je crois. Oui, il prend le maillot. Voilà, non, pour moi là on est quand même, enfin il y a une différence de plateau entre le Tour de Man et l'Étoile de Bessèges. C'est une chouette course Étoile de Bessèges, mais je suis désolé, j'ai pas accroché au parcours. On s'est quand même pas mal ennuyé, je trouve. Il y avait plus le Mont Bouquet, tout ça. Et puis avec les histoires de l'année dernière, il y a quelques équipes qui étaient quand même présentes, qui étaient quand même des équipes pour le Tour assez solides, qui étaient pas présentes cette année. Donc c'est une course sympa, mais bon, Kewen Kostyo reporte la course. Enfin, l'adversité était quand même pas hyper relevée. Donc non, pour moi, la victoire de Westrofer, il y a du monde il y a du beau monde sur ce Tour d'Oman. Donc je trouve ça quand même plus touchant. Et puis ça récompense un gars qui devrait normalement jamais être récompensé. Ça récompense voilà l'audace, le fait que les baroudeurs peuvent encore gagner des choses sur dans le cyclisme d'aujourd'hui, où c'est quand même un cyclisme qui est à la fois le peloton est maître finalement, et puis il y a quelques mecs qui cannibalisent tout. Donc non, c'est une victoire pleine d'émotions, c'est top. Donc moi je dirais plus pour l'instant Baptiste Westrofer, Matt donnera son avis, mais moi ça m'apporte plus de frissons en tout cas. Oui, pareil, Matt, Baptiste Westrofer pour toi aussi. Ouais, bah Ewan Kostyo, j'aurais pu le mettre parce que vive la Bretagne et qu'il faut être breton a priori pour performer chez Groupama. Je pense que ça doit être le seul critère. Mais Westrofer, ouais, en plus la victoire elle est folle parce que la retransmission TV est horrible. On n'a aucun écart, on sait absolument pas C'est une où est le catastrophe. peloton. On n'a aucune idée. Et puis Westrofer, enfin c'est le gars super sympa. C'est le gars qui prend toujours les échappées, qui a un coffre, mais c'est incroyable le coffre qu'a ce mec. C'est complètement dingue. Moi, je me souviens son échappée l'année dernière sur San Remo où il passait des relais. C'était lui qui tractait ses compagnes. Donc, ouais, non, c'était là la victoire aujourd'hui, elle est très très belle parce que c'était une longue étape, comme l'a dit Tien, c'était très venteux, mais c'était aussi venteux pour les mecs devant et bah Westrofer c'est un frigo, donc le vent ça lui fait pas trop peur, et puis la manière dont il résiste dans l'ascension finale alors qu'on le voit dès le pied, il tape dedans, c'est dingue, hein. Il peut même pas monter sur la plaque, c'est très très fort, et comme l'a dit Titien, je vais reprendre ses mots, mais ça récompense effectivement un profil de coureur qui, dans une carrière, bah, c'est peut-être un mec qui n'aurait jamais dû gagner, comme Louis Vervec l'année dernière. Bah là, c'est notre Français qui est récompensé. Donc ouais, c'est lui le Français de la semaine. Eh bien, on le félicite, bien entendu, Westrofer, qui a fait une belle victoire en échappée aujourd'hui. Moi, je vous parlerai très rapidement de Maxime Descombles. J'aime de plus en plus, la progression est lente, mais elle est régulière. Et j'aime de plus en plus ce que je vois de la part de ce jeune coureur de la FDJ. Pourtant, voilà, on le connaît, il a fait une très bonne saison la saison passée, cinquième du Tour de l'Avenir, dixième du Tour d'Alsace, deuxième du Alpe-Isère Tour. Il avait déjà participé à l'étoile de Bessèges où il avait fait deuxième du classement des jeunes, il avait fait 15e du classement général. Cette année, il monte encore en puissance au sein de la FDJ. Il remporte évidemment le classement des jeunes. On rappelle qu'il a que 20 ans, hein, il les fêtera ses 21 ans en plein milieu du Tour de France le 16 juillet. Il termine troisième du classement général et deuxième du contre-la-montre aujourd'hui, juste battu par son coéquipier Evan Kostyo. Oui, c'est pas des grosses performances, c'est pas des grosses victoires qui marquent, mais je pense que là, la France tient un très bon rouleur, baroudeur qui peut passer les bosses, qui peut faire une très bonne carrière. Est-ce que ça va être une carrière, est-ce qu'il va être aussi connu qu'un Paul Sexas ou comme ça? Évidemment que non, on n'est pas en train de voilà, mais j'aime de plus en plus ce que je vois de la part de Maxime Descombes. C'est un gars, il a l'air très précis dans son travail, il a l'air d'optimiser un maximum son potentiel, et donc on se réjouit de suivre cette première saison pleine
pleine chez les pros, parce que même s'il est jeune, l'année passée, il a fait beaucoup de courses en jeunes. Cette année, il est pleinement dans l'effectif de la première équipe de la FDJ. Et donc, il a confirmé en faisant un beau dernier contre-la-montre de l'étoile de Bessèges, le contre-la-montre qui est quand même l'un des exercices un des exercices fondamentaux pour réussir des bons classements généraux sur des courses d'une semaine. Et on voit que c'est vraiment un excellent rouleur. Un petit mot sur Maxime Descombes avant qu'on passe au débat, messieurs. Non, on l'avait déjà dit un peu en fin d'année dernière. Et puis dans notre émission, je crois, sur les pépites, ouais, c'est une très très bonne pioche pour la Groupama de l'avoir fait monter. Donc non, moi c'est un coureur que je vais suivre. Comme j'avais dit, je pense qu'il va performer à cet échelon un peu français, Coupe de France, etc. Ce serait bien qu'il puisse faire une Vuelta en deuxième partie de saison pour un petit peu être dans un rôle de chasseur d'étape. Mais ouais, c'est un coureur très très sympa à suivre. Donc en tout cas, le mercato de la Groupama pour l'instant semble être payant puisque c'est deux recrues, un qui monte et un qui vient d'une équipe étrangère qui brille sur cette étoile de Bessèges. Donc voilà. Après, je préfère relativiser. Enfin, j'ai vraiment trouvé que le niveau de cette étoile de Bessèges était quand même pas foufou. Donc c'est pour ça que c'est pas que j'ai pas accordé des preuves d'importance à la course. Elle est très sympa, mais est-ce que je peux en tirer des conclusions Bon. Voilà, le seul vraiment gros poisson pour Machiavel, c'est Paul Lapera, mais le parcours était quand même pas assez sélectif et j'ai pas l'impression qu'on ait un Paul Lapera en énorme condition sur cette étoile de Bessèges. Donc franchement, je prends plutôt la course comme je la vois. C'est un très beau succès pour Costio, Maxime Descombes qui montre finalement ce qu'on attendait de lui. Si on montrait la start list au départ, j'aurais mis les deux Groupama dans le top 5. Donc c'est assez, voilà, il y a rien de surprenant. Oui, Matt, très rapidement, avant qu'on passe au débat, on va dire que c'est encourageant et qu'on espère que ça se confirme cette saison, en gros, les bonnes performances de Maxime. Oui, non, mais ça devrait ça devrait se confirmer, pardon, parce que il est déjà prêt pour le niveau pro. Ça fait peu de place au doute. À voir où il se spécialise, parce que tu l'as dit, c'est un très bon rouleur, multimédaillé aux Europes et au championnat du monde de l'année dernière, médaille de bronze au Rwanda et médaille d'argent sur la course en ligne, juste chez les jeunes, derrière Novidar, d'ailleurs, ouais, chez les jeunes, chez les espoirs. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est on voit qu'il, tu l'as dit, il passe bien les bosses, il passe même très très bien les bosses. Moi, la perf qui m'avait marqué de lui l'année dernière, c'était sur Liège-Bastogne-Liège, quand Jarno Vidar fait son festival et qui fait péter absolument tout le monde. L'un des gars qui est très très fort derrière, c'est Maxime Descombes qui échoue au pied du podium parce que Simone Gualdi a une pointe de vitesse exceptionnelle, mais à voir où il va se spécialiser. Moi, j'aime bien son petit programme où il va aller en Catalogne et au Pays Basque. Ça lui convient plutôt bien. Après, voilà, je pense que c'est quand même une première saison d'apprentissage et comme l'a dit Titien, c'est bien pour se mettre en confiance. En tout cas, ce premier vrai gros résultat chez les pros sur une course par étape. On l'avait vu l'année dernière, il avait performé sur Grande Camino. Là, il confirme sur Bessèges avec un podium, mais bon, oui, l'adversité c'était pas trop ça, quoi. C'était une adversité d'une point 2, donc il y a pas vraiment grand chose de choquant, mais c'est encourageant en tout cas pour la Groupama FDJ, parce que voilà, il y a cette victoire au général, cette victoire d'étape, ce double podium, c'est beaucoup plus encourageant et beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on avait pu voir l'année dernière où waouh, c'était compliqué. Ouais, comme a dit Titien en début d'émission, on va pas prendre ça pour argent comptant par rapport à la suite de la saison, mais comme il l'a dit, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et donc c'est mieux de performer même sur des plus petites courses, des courses plus modestes, et de ramener des succès plutôt que l'inverse. Et c'est un peu ce qu'on retient de cette première partie d'émission. Messieurs, on passe au débat avec le coureur de la semaine, bien entendu, c'est Remco Evenepoel. Le Remco, on avait des questions, on avait d'énormes attentes en début de saison, on en a parlé dans le preview de la Red Bull Bora. On a dit que c'était l'un des plus gros transferts de ces dernières années et du siècle, c'est tout à fait vrai. Je pense que Remco, même si ça reste un échantillon de début de saison, a répondu. Il se sent très très bien dans sa nouvelle équipe. Il a l'air particulièrement affûté, le Remco. Il a l'air particulièrement d'en vouloir. Et il y a une chose qui transparaît de toutes ses interviews, de son style de course, etc. Il veut la tête de Tadej Pogačar.
On verra cette saison. On ne peut pas répondre maintenant à cette question. C'est pas la question qu'on va poser. Mais il le dit. Je veux taper Tadej sur Liège. Je veux pouvoir lui tenir tête, au moins lui tenir tête sur le Tour de France, même si ça va être difficile de le battre. Il l'a dit lui-même dans les interviews. Remco a tout gagné. Toutes les courses auxquelles il a participé depuis le début de saison. 3 sur 3 à Majorque. Et puis, le Tour de la Communauté de Valence cette semaine avec 2 victoires, le contre-la-montre et l'étape vallonnée / de montagne. Donc, la 4e étape hier, 7 février, 1er au classement général, 5e au classement des points, 5e au classement de la montagne. Remco est particulièrement en forme. Messieurs, le débat, est-ce que Remco, là, c'est la question que je vais vous poser, je vais commencer par toi, Titien. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur Remco d'un début de saison qu'on ait jamais vu? Ou alors, en fait, c'est comme les autres saisons, quand il arrive en forme, en fait, que ce soit en Algarve ou d'autres courses, etc., il défonce tout. Ou est-ce que cette année, tu sens qu'il y a potentiellement un cap qui a été passé par Remco? C'est dur à dire parce que encore une fois on est très très tôt dans la saison, mais on va pas se voiler la face. Et je veux bien qu'on parle d'adversité. Joe Almeida, c'est le 3e meilleur coureur de course par étape de l'année dernière. McNulty, il s'est fait défoncer. Été monstrueux. Voilà, il y avait quand même de l'adversité. Non, Remco, c'est très 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 fort. C'est très très fort. Il y a 6 victoires depuis le début de la saison. Enfin, la saison vient tout juste de reprendre. Il est invaincu. Il est invaincu. Oui, voilà. C'est ça. C'est très très fort. Donc on va quand même pas minimiser ce qu'on voit. Évidemment, pour moi, c'est le meilleur Remco qu'on ait jamais vu. Voilà, il a été très très fort. Il est très incisif. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il est déjà à ce super niveau. En début de saison, c'est toujours Remco Evenepoel et j'en témoigne son Paris-Nice, c'est quoi son Paris-Nice 2024, où il est battu par Matteo Jorgensen. Il était très fort, mais Remco début de saison, et c'est toujours un coureur c'est pas un coureur qui a un grimpeur de base, c'est quand même un coureur plutôt, voilà, c'est une boule sur un vélo, quoi. Donc c'est un coureur plutôt massif, très très puissant. Donc j'ai toujours des doutes en début de saison sur son niveau quand ça grimpe. Parce que de base, pour moi, c'est de par son niveau incroyable, c'est un excellent grimpeur, mais c'est pas quelqu'un qui est un pur grimpeur. Et là, sur les montées, il a quand même été très très fort. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que oui, il lâche pas forcément ses adversaires du premier coup. Et même quand il les lâche pas du premier coup, on voit bien qu'il garde des réserves. Il a cette endurance qui fait que les adversaires, au bout d'un moment, ils cèdent. Et moi, j'ai vu une image assez intéressante, c'est que ouais, sur cette semaine-là, quand il attaque sur l'étape 4, ça s'accroche, et puis même Tiberi, il tient quelques mètres, et ensuite il décroche, et ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu Remco Evenepoel comme ça. L'année dernière, en fin de saison, il était très fort, mais il était au train, et au fur et à mesure, ses adversaires, ils cédaient. Là, en plus d'avoir retrouvé un Remco Evenepoel, au moins au niveau de sa fin de saison dernière, je le trouve également très très incisif, et notamment sur son démarrage. Il a quand même sorti tout le monde de la roue. Il a tenu sur les derniers mètres sur un vent qui était assez défavorable quand même face à Almeida qui a parfaitement géré ses efforts et qui s'est montré le deuxième plus fort. Almeida, c'est quand même pas n'importe qui. Alors oui, le premier jour, il était pas en forme puisqu'il a pas tenu les roues là quand ça a accéléré et qu'il y a un groupe qui est sorti, mais on a bien vu qu'il était revenu au fur et à mesure de la semaine à un bon niveau. Donc c'est un excellent Remco Evenepoel. Son point faible, j'ai envie de dire, par rapport au tout meilleur, ça a toujours été un petit peu les ascensions où il limite et ensuite, voilà, très très fort sur le plat, sur les relances, sur l'endurance qui lui permet de faire des bons résultats. Si même maintenant sur les démarrages et en fait, Remco, tu sais, quand il est parti, tu le revois pas, c'est le meilleur rouleur du monde, il est parti. Donc si maintenant, en plus, il se met à lâcher tout le monde comme ça dans les ascensions et à partir, ouais, c'est assez impressionnant. Donc voilà, la vraie réponse, ce sera dans une semaine sur des vrais cols sur l'UAE Tour. Mais c'est le meilleur début de saison Remco Evenepoel. Il a été entouré par une équipe et on sent qu'il a créé quelque chose dans cette équipe Red Bull, je trouve. Enfin, l'année dernière, Red Bull, c'était quand même cata. Là, il y a quand même une équipe très très solide qui l'entoure, qui gère la course, qui court en patron. On en parlera après, sûrement, notamment Pellizzari qui fait une perf, je trouve, assez énorme. Donc oui, tout est bien parti et il faut pas minimiser 6 victoires au bout de 2 courses. Pour Remco, c'est très 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 fort. Donc Tiberi, Almeida, McNulty, ils n'ont pas existé face à Remco. Matt, justement sur ce début de saison en fanfare, en boule de canon, comme à l'image de Remco, à l'image de son style de course. Nouvelle équipe, nouvelle ambition. On sent qu'il est mieux entouré aussi dans les courses en montagne. Là, il avait du Vlasov, du Pellizzari, des coureurs comme ça, il en aura d'autres qui seront justement avec lui sur des grosses courses. Est-ce que cette année, c'est l'année justement où Remco, selon toi, passe, on ne sait pas encore, on le verra cette saison, mais passe justement le cap qui lui manquait pour être vraiment à la lutte avec les tout meilleurs sur les classements généraux?
J'attends de voir. Je suis quand même sur des vraies ascensions, un type sur l'UAE Tour à minima, parce que l'étape qui remporte à Tolada Moreira, c'était une étape, je trouve, plus accidentée, vallonnée, moyenne Mhm. montagne que montagne. Donc ça correspond effectivement parfaitement à ses qualités. Où, oui, en fait, ce qui est vraiment impressionnant, comme l'a dit Titien, c'est la dynamique qui a été créée par la Red Bull Bora dès ce début de saison. Je pense que le triplé à Majorque a beaucoup aidé. On sent que ça a débloqué tout de suite quelque chose, qu'il y a il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose qui se crée bien, les coureurs se comprennent, chacun a l'air de savoir quel est son rôle. C'était même surprenant de voir Vlasov pas trop râler, alors que c'est sa grande spécialité d'habitude. Mais non, non, c'est vraiment intéressant ce que l'équipe propose. On sent que tout le monde est retrouvé. Enfin, vraiment, toute l'équipe a été performante, hein, mais le duo Emile Herzog et Arne Marit qui se déchirent pour rouler sur le plat, ce genre de choses-là. Les Benzouioff aussi, moi j'ai bien aimé son implication cette semaine. Bah, il y a quelque chose d'intéressant qui a été créé. Et puis, ouais, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est effectivement sur les démarrages, je le trouvais moins tranchant l'année dernière, Et il est tranchant Remco. cette année, hein. Et là, ouais, le démarrage qui place, il y a toujours un coureur un peu random qui veut se faire sauter le caisson. C'est ce que j'appelle faire une Ben O'Connor depuis le Giro 2024. Bah là, Tiberi, il a essayé de nous faire ça. Bon, bah, il a un peu pété derrière. Il s'est fait sauter le caisson. Mais ouais, c'était impressionnant. Puis comme l'a dit Remco, là, j'ai l'impression qu'il progresse encore et encore parce que les mecs qui étaient lancés à sa poursuite, alors oui, Remco, c'est le meilleur rouleur du monde, mais les mecs qui étaient lancés à sa poursuite derrière, c'est quand même des mecs qui savent Ça le rouler. vole Hein. pas. Joel Almeida et Tiberi, ça roule bien. Mais ouais, en fait, c'était impressionnant la manière dont il a complètement fait péter la UAE comme si c'était À lui des tout cadets, seul. alors que la UAE, ouais, effectivement, il venait quand même avec McNulty, qui est un grand spécialiste des courses par étapes d'une semaine, et puis bah, Almeida, voilà, c'est la saison dernière, je vais pas vous refaire son palmarès et ses accessites, mais c'était de loin le troisième meilleur coureur de la planète, en tout cas sur course par étape. Ouais, moi j'ai hâte de le voir sur la E-Tour, ça va être un autre terrain. Il va y avoir un autre UAE qui va se dresser devant lui. Mais c'est une course quand même qu'il connaît bien. Il l'a déjà remporté de toute manière. Mais c'est le meilleur début de saison de la carrière de Remco. Et surtout, ce qui est à noter, c'est pourquoi c'est le meilleur début de saison. Parce que pour une fois, et alléluia, depuis 2023, si je dis pas de bêtises, faut remonter à 2023, il n'a pas eu de soucis pendant l'hiver. Ça Ouais. faisait 2 ans qu'il enchaînait les soucis pendant l'hiver, les blessures. Bah là, il a une vraie préparation parfaite, bonne forme, quasi aucun pépin, nouvelle équipe avec, on sait, le staff d'entraînement de la Red Bull Boransgreux, bah, c'est peut-être ce qui se fait de mieux sur la planète avec la Visma UAE et Ineos. Bah voilà, ça paye, c'est très intéressant. Tu sens qu'il est toujours le meilleur rouleur du monde, hein, ça, y a pas de souci. Et ouais, moi j'ai hâte de le voir sur l'UAE Tour face à une autre adversité et sur les massifs montagneux des Émirats Arabes Unis, ça va être parce que là, s'il confirme, ça pourrait être très intéressant parce que Mm. effectivement, on peut pas tirer de conclusion sur les bons débuts de saison. Par contre, on le voit depuis quelques années, les coureurs qui commencent quand même de manière excellente leur début d'année, en Ils font une grosse général, saison, ouais. font des grosses saisons. Je pense à par exemple des Narvaez et des Stephen Williams qui en 2024 avaient tout cassé sur le Down Under. Bah, derrière, les deux ont été excellents. Stephen Williams avait même remporté la Flèche Hmm. Wallonne. Donc ça peut être porteuse de. Enfin, ouais, ces bons résultats peuvent être porteurs Ouais. de gros motifs d'espoir pour Remco. Oui, oui, on rappelle le programme, je vais relancer Titien sur un autre point. On rappelle le programme de Remco, hein, on va le revoir très très vite, puisque dans une semaine, il sera à l'UAE Tour, dont on fera la preview la semaine prochaine. Ensuite, en mars, il ira faire le Tour de Catalogne, là aussi avec des montées de 7, 8, 9, voire 10 km, avec des cols, donc on va pouvoir le voir aussi sur des monts un peu plus, qui ne sont pas juste des bosses, sur des vrais cols de début de saison. Et ensuite, on le reverra évidemment au mois d'avril sur le triplé Ardennes
connaît et il croisera notamment Tadej Pogačar à Liège-Bastogne-Liège, mais avec son niveau de forme et son explosivité, pourquoi pas aussi jouer la victoire sur l'Amstel ou sur la Flèche. Et puis, il partira en préparation pour le Tour de France, donc et son objectif de deuxième partie de saison, on va dire, après les classiques. Et donc là, évidemment, on le retrouvera sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes au mois de juin et au Tour de France. On souhaite évidemment pour Remco, qui a eu pas mal de soucis, comme tu l'as dit, au niveau santé, au niveau médical, accident ces dernières années, de pouvoir être en forme, de ne pas avoir de problème de chute ou de comme ça, donc on puisse avoir un Remco à 100%. Titien, ce qu'on aime bien aussi avec Remco, c'est qu'il ne cache pas ses ambitions. Moi, j'aimerais un point sur lequel t'entendre. On en reparlera lorsqu'on fera la semaine prochaine la preview de l'UAE Tour. Mais là, on a vu, il s'est occupé du cas Almeida. Dans une semaine, il va croiser, dans une semaine et quelques, il va croiser Isaac Del Toro. On sait on va devoir attendre jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, normalement, pour qu'il croise Tadej Pogačar. S'il y en a un qui veut s'attaquer frontalement au UAE avec une grosse équipe, la Red Bull Bora, avec un gros recrutement, des bons coureurs pour l'aider et compagnie. Il y en a un qui a dit, moi je vais aller taper les UAE et les leaders UAE, donc Almeida, Del Toro et Tadej Pogačar, c'est bien Remco Evenepoel. Et ça, c'est une attitude qui est... on sait qu'avec Remco, c'est le point sur lequel je voulais t'entendre, avec Remco, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Quand il débranche, il s'arrête, il abandonne, il n'est pas dedans, il rage, il est frustré, etc. Par contre, quand il est bien dans sa tête, bien dans ses jambes et qu'il est conquérant, c'est inarrêtable, Remco Evenepoel. Oui, non, c'est très très fort. Et de toute façon, c'est un coureur qui est hyper fort. Donc, ouais, c'est super bien lancé, effectivement. Vu comment il a lancé sa saison, là, et comme a dit Matt, effectivement, une fois que tu es lancé comme ça, il aura la confiance. Bon, c'est un coureur qui se connaît, et puis je pense que son calendrier est plutôt bien géré, même si je l'aime pas énormément. Mais là, il fait un gros début de saison avec un gros bloc jusqu'à l'UAE Tour, et ensuite, il va se préparer tranquillement. Il va laisser tout le monde attraper une pneumonie sur Paris-Nice et puis sur Tirreno. Il va revenir à la Catalogne pour se tester en montagne. Il devrait faire plutôt beau. En tout cas, souvent, il fait meilleur que sur Paris-Nice ou Tirreno. Et puis ensuite, voilà, un nouveau bloc d'un mois jusqu'au classique ardennaise. Donc, je trouve que c'est plutôt bien géré. Il démarre fort, mais il devrait conserver ce niveau. Et puis voilà, moi, ce qui me rassure, c'est que Remco Evenepoel n'a pas encore fait de stage d'altitude. Il n'a pas encore perdu son poids aussi pour la montagne, parce qu'on se souvient, au Tour 2024, où il est extrêmement fort, il est aussi extrêmement maigre. Et Remco, là où il progresse énormément, je trouve, c'est quand il fait ses fameux stages, notamment sur son niveau en montagne. Donc, là, il va repartir avec un mental gonflé à bloc. Il a une équipe qui est à fond derrière lui et il fallait pour lui s'imposer très très rapidement. Donc voilà, rien de plus à dire si ce n'est il a moins à perdre. Si ce n'est que Remco, il a moins à perdre de poids que les autres animaux. Pour moi, quasi tous les coureurs du peloton ont avoir très peur de Remco. Là, le seul évidemment, à qui pour moi ça doit pas faire peur, c'est Tadej Pogačar, parce que je pense que Tadej Pogačar, il voit cette course, il sait qu'il aurait mis au moins 2 minutes à tous les autres adversaires. Donc je pense pas que ça. Remco est très fort, il le montre. Est-ce que ça fait peur à Pogačar ? Je pense pas, parce que je pense que Pogačar, en tout cas sur son niveau des 2 dernières années, c'est encore plus impressionnant que ce qu'a fait Remco aujourd'hui. Mais pour le Belge, faut pas sous-estimer l'adversité qu'il a eue. C'était des coureurs qui étaient très très forts. Almeida, encore une fois, c'est pas n'importe quoi. Quand on se souvient de Brandon McNulty et de son Grand Prix de Montréal l'année dernière, McNulty, c'est un cadre du peloton, même si il a pas souvent sa chance chez UAE. Donc c'est très très et de voir cette accélération de Remco. De toute façon, c'est ce qu'il disait, Remco. Il disait dans les grandes courses l'année dernière, au championnat du monde, au championnat d'Europe, au Lombardie, j'ai fait jeu égal avec Pogačar à partir du moment où la course était lancée. Là où je perds sur Pogačar, c'est sur ces 6 minutes où Pogačar attaque, et là je peux pas le suivre. Donc là, on voit aussi qu'il a bossé son explosivité, sa capacité à tout de suite créer des différences. Là où il était plus en mode défensif et en mode rouleau compresseur l'année dernière. Donc attention à Remco Evenepoel cette année. Ça peut faire très très mal, et là, le vrai test, c'est maintenant dans un vrai col, et il y en aura 2 à sa disposition dans une semaine. Donc il est impressionnant, Remco, et je dirais pas le contraire, et c'est très très beau à voir sur un vélo, que ce soit en chrono ou pas sur un chrono. Je trouve que Remco, c'est juste la classe, voilà, sur un vélo. Ouais, pareil, Matt, on va terminer ce débat, ce point justement sur le coureur de la semaine, Remco Evenepoel. On a dit déjà beaucoup de choses, on a des attentes, on se réjouit de le voir, bien entendu, on se réjouit de le voir en forme. Est-ce que justement, on sent est-ce que pour toi, est-ce que ça se voit sur ses premières courses de saison, ses courses espagnoles, autour de chez lui? On sait qu'il est belge d'origine, mais qu'il réside la plupart de l'année pour s'entraîner à Valence, dans le sud-est, autour de la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne. Là, il courait à domicile, il courait sur ses routes d'entraînement.
Remco. Est-ce que là, on sent que comme il est bien dans la tête, qu'il a eu une bonne préparation hivernale, est-ce que pour toi vraiment il s'est préparé un maximum, on l'a vu, que ce soit mentalement ou physiquement, pour réduire justement l'écart qui était les 2 dernières années, qui était quand même assez abyssal avec Tadej Pogacar. Bon, il est abyssal avec le reste du peloton, mais Remco, c'est l'un des meilleurs après Pogacar. Est-ce que lui, il s'est dit, il faut que je bosse tel point, tel point, tel point pour essayer justement de réduire l'écart, parce que il sait que sur d'autres domaines, il est tout à fait capable de le taper au niveau de l'endurance, au niveau du contre-la-montre, au niveau de rouler seul, etc. Mais voilà, est-ce que tu sens qu'il y a eu un travail spécifique pour essayer d'aller chercher le numéro 1 mondial? Je pense le travail spécifique qu'il y a eu, c'est effectivement sur les 5-6 minutes où il veut changer, je pense, sa manière de courir, d'être moins défensif. En tout cas, je lui souhaite que ça fonctionne. Après, moi, je pense surtout que là, on le voit en fait tout simplement à son vrai niveau. 2025, il a un hiver pourri. 2024, il a un hiver pourri. 2023, ça se passe très bien au début de saison. Et puis bah il y a le Covid qui lui assassine son Giro. Une vraie saison de Remco sans pépin physique, sans quasi zéro pépin physique, faut remonter à 2022. Donc il y a eu du temps, l'eau a coulé sous les ponts. Je pense qu'on le voit enfin à son vrai niveau. Je pense que oui, dans la tête ça va mieux parce que c'est un nouveau cycle. Il atteint un certain âge de maturité aussi. Il a 26 ans, donc Le prime, ouais. Début du prime. Ouais, puis même, je pense, dans la tête, à un moment, à 26 ans, il y a certaines choses qui se débloquent. Je pense que c'était inexorable et inévitable ce départ de la Soudal Quick-Step. C'était même urgent. Donc voilà, je pense qu'il a il a un meilleur supporting cast aussi on va en reparler, mais alors Vlasov est bon et comme l'a dit Titien, il a un peu craqué sur l'étape vraiment l'étape reine de ce Tour de la Communauté de Valence. Mais quand t'as Pellizzari qui est à côté de toi, bah ça Parlons-en change maintenant des justement choses. de Pellizzari. C'est pas pour être méchant envers Parlons-en. l'équipe de la Soudal Quick-Step, mais Pellizzari, le boulot qu'il fait derrière le boulot qu'il fait en général en fait pour mettre sur arbitre Remco Evenepoel tout au long de la semaine et principalement sur cette étape Rennes. Mais c'est juste complètement énorme. La forme est complètement dingue. Pellizzari, avant, moi, je le classifie encore, même jusque l'année dernière, sur un coureur plutôt de longue distance, de col vraiment long. Finalement, un coureur à l'italienne. Mais là, il est en train de me prouver que même au niveau du punch, il peut faire péter n'importe qui. Enfin, c'est ce qu'il fait comme boulot. Et là, je vais passer la main à Titien sur la 4e étape, mais c'est surréaliste. À lui tout seul, il élimine quasi tout le peloton. Donc c'est fou. Le niveau qu'il a et le fait de Remco de pouvoir jouir de tels coéquipiers, de tels lieutenants, ça annonce que du bon. C'est exceptionnel. Ouais, Titien, justement, un petit mot sur Pellizzari, qui, je le rappelle, sera co-leader sur le Giro, mais là, qui s'est mis au service de Remco, et alors un service 5 étoiles. Oui, bah Félix Gall ne fera pas podium du Giro matin, désolé, mais c'est ça, c'est ça qu'on pour veut toi. entendre. Non, c'est déjà ce coureur est beau sur un vélo, moi j'adore. Je pense que c'est un de mes jeunes préférés, Giulio Pellizzari. Il a la classe. C'est la classe, et c'est monstrueux comme a dit Matt. Le mec, quand il se met à rouler, j'ai dit bon, on sacrifie Pellizzari, c'est le moins en forme des trois. Vlasov dans la haut, Remco en 3e position, sauf qu'on sacrifie pas Pellizzari pour rouler dès le pied. C'est-à-dire que Pellizzari il roule quand ça monte, mais ensuite il y avait au moins 2-3 km sur du plat où Pellizzari il a dû tracter un peloton qui était dans les roues, donc normalement tu t'écartes quand tu prends le vent comme ça. Non, Pellizzari il a continué, il était tellement fort qu'ils étaient plus que 5 dans sa roue à un moment. Remco il attaque, Pellizzari Vlasov il a même pas pu rouler tellement Pellizzari était impressionnant, parce que quand tu roules sur du plat comme ça, tu t'épuises tellement par rapport à des mecs qui restent dans des roues. Mais non, il était tellement puissant qu'il a fait péter tout le monde. Et bah franchement, s'il avait pas dû rouler, c'était à mon avis le 2e plus fort, sûrement plus fort que Almeida, parce que là on voit qu'il est quasi au niveau il est au même niveau qu'Almeida puisqu'il se fait taper au sprint sur la fin. Mais faut pas oublier tout ce boulot qu'il a fait. Donc surtout sur des ascensions comme ça qui sont plutôt de la moyenne montagne que de la haute montagne, c'est très très impressionnant de Giulio Pellizzari. Et cette impression pour moi elle s'est confirmée dès le premier jour. Hein. Quand il attaque sur le plat, tu vois pourtant comment il s'appelle là, c'était pas Roméo, c'était Pablo Castrillo qui essaye d'aller le choper là quand il fout une attaque sur le plat. Mais il était tellement puissant sur le plat, Pellizzari, qui est pourtant plutôt réputé pour être un pur grimpeur. Hein.
Castrillo, il a jamais pu revenir. Et Pellizzari, il a résisté jusqu'à 500 mètres de la ligne au peloton, quoi. Donc, il montre une puissance, il montre que il a bien travaillé, que le niveau en montagne, il a pas du tout été perdu et que derrière, il semble avoir gagné un petit peu sur tous les autres points. Donc, non, c'est très, très, très fort, c'est beau et attention à lui sur le Giro parce que ça peut faire. On sait que c'est également un très, très bon descendeur, Pellizzari. S'il arrive à limiter la casse sur le chrono du Giro, ça va l'amener loin. En tout cas, j'aime bien cette association Pellizzari-Remco. Je pense que c'est malheureusement une des seules fois où on l'aura vu de l'année. Je pense pas qu'on les retrouvera tous les deux ensemble maintenant, puisque Pellizzari aura son propre calendrier jusqu'au Giro. Mais ouais, il a montré des très belles choses, l'Italien, et vraiment attention à lui pour le reste de la saison. C'est pas un Ouais, mauvais dernier. rouleur, hein, Pellizzari. Non, non, Ouais, il Il limite progresse. bien. Il progresse. Mais sur Depuis le l'année plat, dernière, c'était exceptionnel, là. Franchement, son attaque, là, Mais il y a wow. des watts. Ah bah, il y a dû avoir toute l'équipe NSN qui a dû être lancée à sa poursuite. Ils étaient au sprint pendant 3 km et demi, la NSN, c'est aussi simple que ça. Mais je veux dire, quand on regarde, oui, il va limiter, mais bon, le chrono qui sort là sur la communauté de Valence, même si pas tout le monde l'a fait à fond, c'était quand même. Moi, ce que j'ai surtout observé de Pellizzari, c'était sa position. Il a beaucoup travaillé sa position. Et Ouais, c'est mieux. ça le rend vraiment. Bah, c'est un grand gabarit quand même, hein, Pellizzari. Donc, 1m80, ouais. 1m80 pour faut 65 poser, hein. kilos. Faut poser quand même le gabarit sur la machine. Donc, ouais, non, c'était intéressant de voir ça. Et alors, oui, effectivement, je pense que le co-leadership Ah, ça va être sur vite le, réglé cette histoire, hein. je pense que ça va être vite réglé. Parce que, Le pauvre avec, Jane Lay. ouais, avec tout le respect, je pense que là, Joe Pizzari était en train d'envoyer un message et il le fait bien. De toute façon, c'est comme ça que ça marche dans les grosses équipes, hein. Il faut sortir les biceps dès le début, mais comme l'a dit Titien, vraiment, c'est parce que sur le plat, il faut voir aussi les noms qui fait péter. Enfin, son gabarit fait péter des mecs comme, enfin, déjà, il fait péter. Enfin, il y a Vlasov qui pète parce qu'il peut pas suivre, mais il fait péter des grands gabarits comme les Magnus Sheffield, les Ivan Romeo, les Pablo Castrillo qui repètent à nouveau d'ailleurs. C'est un des premiers à péter. Il fait péter Ben Turner. Enfin, c'est impressionnant. Et puis ils pètent tous un par un, quoi. C'est complètement dingue. Rappelons que Pellizzari est né le 21 novembre 2003. Voilà, je laisse ça là. Voilà, comme ça, c'est bon. On l'a en tête. C'est-à-dire qu'en gros, il aura 22 ans toute la saison. Il ne fêtera ses 23 ans qu'à la fin de la saison. Donc, ça reste encore un jeune coureur qui a beaucoup de potentiel à aller chercher. Et de le voir cette année, chaque année progresser, voilà, en 2024, 2025. Et cette année, moi, je pense que le plafond est très très haut pour ce jeune coureur. Évidemment, le principal test de la saison, ce sera évidemment le Giro, où on lui souhaite d'aller chercher un magnifique podium et pourquoi pas des victoires d'étape, parce qu'il mériterait sur le Giro au vu de ce qu'il a testé, ce qu'il a fait ces dernières années. C'était pour le débat. On va terminer cette émission d'actualité, votre Fringale Hebdo, avec le programme de la semaine. Alors, je vous l'annonce, au niveau, donc pas de course World Tour cette année, cette semaine. Cette semaine prochaine, il y aura évidemment l'UAE Tour, dont on parlera dans l'émission de la semaine prochaine qui sera dédiée. Au niveau du programme, donc au niveau du Pro Tour, donc des Pro Series, la fin du Tour d'Oman, puisqu'il y aura les donc lundi, mardi, mercredi, les trois prochaines dernières étapes, avec notamment, si vous voulez voir l'étape décisive, mercredi, l'étape de montagne avec arrivée au sommet. Donc, alors, je ne vais pas risquer de prononcer le nom pour ne froisser personne, notamment dans les communautés qui parlent arabe. Donc non, mais voilà, arrivé au sommet mercredi pour le Tour de Man et donc fin du Tour de Man, donc ça c'est à suivre. Ensuite, ce week-end, deux classiques, la classique portugaise qu'on retrouve chaque année à cette époque-là, la Figueira Champion Classic, et le lendemain, la Classica d'Almeria, dont on parlera dimanche, puisqu'il y aura le résultat qui se déroulera juste avant. Et au niveau du calendrier français, du calendrier de l'Europe Tour, deux courses très intéressantes à suivre. Alors, une course française, le Tour de la Provence. On retrouvera beaucoup d'équipes invitées, des Conti, des choses comme ça. Donc, un peu comme le Tour de Bessèges, mais avec un joli programme. C'est toujours sympa comme course, le Tour de la Provence, la course Christian Scaroni, comme on l'appelle. Et puis, également en Espagne, pour faire un peu la suite de ces débuts de saison des classiques espagnols, on aura les 2 jours de Murcie, donc le Tour de la région de Murcie, la Costa Calida, comme elle est surnommée en Espagne. Donc,
Donc voilà, des courses accidentées dans la région de la Murcie avec pas mal de relief. Messieurs, pour terminer cette émission, quelle est la course que vous allez suivre cette semaine en plus particulièrement? Je sais que vous allez consulter les résultats ou regarder les replays ou comme ça, voilà, mais quelle est la course qui vous fait le plus, que vous allez le plus attentif sur celle que je vous ai proposée cette semaine? Bon, à peu près tout, hein. Après, les classiques espagnols, je vais regarder comme ça, mais c'est pas les courses qui m'hypent le plus. Le Tour de la Provence, ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'on n'a pas la start list, mais ça va être sympa, parce qu'on va monter la montagne de Lure. Donc, Alors, il y a Guillaume Martin. Alors, je vais te dire, il y a Guillaume Martin, il y a Bourman, il y a Woodpulse. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre qui a alors, annoncé? entre Guillaume Martin, Il y a Bourman Matteo Riccitello. Ah ouais, on est sur du punch très très haut niveau entre Rodriguez, Guillaume Martin, Bourman. À mon avis, on va avoir des attaques explosives. Ah bah ça c'est chouette. Non, à mon avis, ça va être très chouette le Tour de la Provence, mais pour rien te cacher, moi c'est le Tour d'Oman parce qu'il y a quand même du beau monde. Hein. J'ai envie de voir comment ça va se passer et j'ai un petit espoir que Valentin Paré-Peintre il aille nous chercher la gagne cette année. Donc, mais on sera très vite fixé dès demain puisque demain il y a une arrivée pour Puncher. J'ai un peu peur d'Adam Yates. La dernière, Adam Yates gagne le Tour d'Oman devant Paré-Peintre, mais c'est Paré-Peintre qui remporte la dernière étape, donc celle qui sera mercredi cette année. Ah, j'y crois un petit peu là, Valentin. Alors certes, Yates c'était impressionnant sur la Muscat classique, mais bon, Valentin Paré-Peintre, on sait que c'est pas un coureur du tout qui aime les ascensions très très courtes. Mais là, une montée de pur grimpeur comme ça, je vais miser sur la victoire de Valentin Paré-Peintre. C'est un peu risqué parce que Yates fait un gros début de saison. Il m'a l'air très costaud, mais il y a quelques raisons d'y croire. Pareil au niveau du Mathieu, au niveau du Tour d'Oman, un petit point sur Paré-Peintre où tu vois d'autres coureurs, je sais pas, je te donne des noms là comme ça, tu me dis Roger Adria, Luc Plapp, Mauro Schmidt, du Diego Ulissi, pourquoi pas, du Thibaut Gruel, Adam Yates, voilà. Est-ce que Valentin Paré-Peintre peut battre justement cette adversité? Moi, je vais quand même rester sur Adam Yates. Hein. Autant, alors déjà l'année dernière, il gagne le Tour d'Oman sans m'avoir vraiment impressionné, hein, sauf lors de l'ascension de la Green Mountain, si je dis pas de bêtises. C'est Green Mountain, c'est le surnom, ouais. Et là, cette année, il a l'air vraiment en forme dans ce début de saison. Donc j'aime beaucoup Valentin, mais je pense qu'Adam Yates, c'est quand même il y a une classe d'écart et il sait mieux gérer. C'est une course qu'il a déjà remportée 2 fois, donc et il vise le triplé là-dessus. Donc non, il y a je une pense classe que d'écart, mais Yates n'a jamais gagné au Ventoux. Oui. Je pose ça, mais... voilà. Oui, mais bon, par contre, un Valentin Paré-Peintre deuxième, moi, ça me choque pas, parce que là, sur la liste de dons, pour moi, c'est le mec qui est vraiment à même de fragiliser, on va dire Adam Yates. Après, comme Titien, pour répondre à la toute première question que tu lui avais posée, les classiques espagnols, on va les regarder, voilà, parce qu'elles sont sympas. Moi, il y a surtout une course que j'attends, c'est la Figueira. Parce que déjà c'est à la maison et puis surtout parce qu'il y a le grand début vraiment en professionnel de Jarno Hidar. Oui, tout à fait. Et puis le Tour de la Provence quand même, on va le suivre parce que comparé à l'année dernière quand même le parcours était bien pourri quand même, hein, je tiens à le rappeler. Oui. Donc là 4 victoires de Pedersen, c'était Sam Bennett et Pedersen qui avaient partagé. Ouais, et puis la météo était cataclysmique, c'était un cauchemar. Moi j'en attends beaucoup de Carlos Rodriguez en fait, c'est surtout ça parce que Ineos a l'air de venir avec une grosse équipe. J'aimerais bien que Rodriguez se relance, même s'il y a un petit Riccitello qui comme ça en pur grimpeur peut lui faire mal, mais ouais, il y a quand même pas mal de choses à regarder, mais mon œil se penche quand même sur la Figueira parce que au vu de la start list et comme on sait, il y a une grosse start list. Hein. Il y a tous les Portugais de la UAE, dont un certain Joe Almeida, bien évidemment. Il y a du Richard Carapaz, du Max Poole, du Arnbro. Il y a un petit Marc Hirschi et du Fabio Kristen pour toi. Voilà, il y a quand même 2 Suisses qui peuvent prétendre à la oui, ça va être victoire. super. Mais bon, moi, Jarno Vidar, il peut déjà viser la victoire. Il entame en tout cas son énorme cycle de classique, parce qu'il a un programme. Ce qui est bien, c'est qu'il est fait de A à Z. À voir. Mais moi j'ai hâte de voir si on sait jamais avec Jarno Vidar. Ce serait fort parce que ça arrive pas en boss. Ce serait fort. Non, mais à voir. Après, il est quand même chaud.
Morgado est chaud. Moi, mon favori, c'est Morgado, de toute manière. Mais j'ai hâte de voir les débuts de notre cher prodige belge. Eh ben moi, pour moi, ce sera évidemment le Tour de la Provence. Vous savez que j'aime bien ces petites courses françaises du mois de février avec les premiers dénivelés, notamment la deuxième étape qui arrive à la montagne de Lure. Donc première arrivée au sommet avec de la vraie montagne, pas forcément une immense ascension, mais quand même une ascension difficile et avec quand même des coureurs. Il y a quand même, moi je vois bien un Mathieu Riccitello s'imposer au sommet de la montagne de Lure et donc remporter cette course, mais ça peut très bien être du Carlos Rodriguez ou du Bourman, du Wout Poels, du Guillaume Martin. Enfin bref, on verra ces premiers grimpeurs s'exprimer cette saison. Des autres auront la possibilité évidemment sur le Tour de Man et évidemment le gros rendez-vous de la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, l'UAE Tour. Messieurs, merci d'avoir participé à ce Fringale Hebdo pendant un peu plus d'1 heure. Là, on vient de débriefer l'actualité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez apprécié cette semaine, quels sont vos pronos pour les courses de cette semaine, qu'est-ce que vous avez retenu, quels sont vos takes de justement ce début de saison, on les prendra. N'hésitez pas, comme Titien l'a dit en début d'émission, à les regarder si vous n'êtes pas encore inscrit à l'association, ça fera toujours plaisir. Il y a toujours des chaussettes qui sont récupérables, donc le lien est en description, n'hésitez pas. La semaine prochaine, gros programme Radio Fringale avec des interviews, une émission en live. L'actu ne s'arrête jamais sur Radio Fringale. On continue sur le gros début de saison avec toute l'équipe. La petite reine va également revenir au cours du mois de février. Dimanche prochain, notez la date, on va essayer d'être en direct pendant 1 heure et demie pour débriefer les courses dont on a parlé cette semaine et surtout la grande preview de l'UAE Tour, une des premières après le Down Under, la deuxième course par étape World Tour de début de saison avec un très gros plateau. Malheureusement, pas de Jonas Vingegaard, on en reparlera, mais par contre, on aura du Remco, on aura du Del Toro, on aura tout ça. Merci Mathieu, merci Titien d'avoir participé à cette émission d'actualité. Toujours, un plaisir. Toujours des fers cyclistes au feu, quoi. Bah, merci à toi. J'en profite pour dire qu'à l'instant, Egan Bernal vient d'être champion de Colombie sur la course en ligne. Voilà. Ah bah bravo à lui. Oh, ce spoil. Non, j'avais pas prévu de regarder. Non. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'était un très beau parcours avec du 27%. Dorian Godon et Egan Bernal sont ravis de ne pas porter ce maillot Ineos. Donc voilà. Donc ouais, merci de vous deux d'avoir participé et chers amis de Radio Fringale, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous suivre sur les réseaux sociaux, suivre la rédaction, on le répète à chaque fois, mais gros travail qui est fait par les équipes de Radio Fringale et surtout n'hésitez pas à vous alimenter parce que c'est le début de saison, il y a l'entraînement qui continue, il faut reprendre et surtout Fringale guette toujours plus. Merci, à plus. Ciao tout le monde.